peuple. Bonjour. L'autre jour, ne sachant quoi dire de bon sur le travail qui dépasse ses collègues et lui depuis plus de 30 ans à l'Assemblée nationale, l'éternel président qui a inventé le titre de Cré-Cré s'est mis à vilipender l'opposition arguant qu'elle veut déstabiliser, installer le chaos au Cameroun. Essayons de rafraîchir la mémoire de l'éternel président avec quelques crises meurtrières qui sont d'une manière ou d'une autre une instigation de son équipe politique ou de certains de ses camarades. Nous allons faire l'économie de certains assassinats ou exécutions sommaires. Parlons des crises connues. Commençons par la crise anglophone. Si la posture des Amazoniens est à condamner, il reste tout de même que le déclenchement et l'enlisement de ce conflit qui a déjà fait plus de 6000 morts a également pour responsable l'équipe de l'éternel président. L'équipe de l'éternel président a toujours refusé de régler le problème anglophone qui est le sentiment de marginalisation que nourrissent les anglophones depuis le rattachement des deux Cameroun anglophones et francophones en 1961. Ses camarades ont passé plus de 60 ans à faire dans le déni de la réalité, à faire du bricolage constitutionnel et institutionnel, à corrompre quelques élites anglophones et à utiliser la répression sur un problème qui pose clairement la question de l'accès équitable des collectivités aux ressources locales et nationales et une meilleure intégration culturelle, politique et linguistique. Ils ont laissé ce sentiment de marginalisation se transformer en crise, puis en guerre. Alors les plus de 6000 morts de cette crise reposent en partie sur la conscience de Monsieur l'Honorable et de ses camarades. Ce n'est pas l'opposition qui a laissé sédimenter pendant plus de 60 ans le problème anglophone, la crise anglophone, puis la guerre en zone anglophone. Même ouvrir un débat sur cette crise, l'éternel président du haut de son perchoir n'a jamais voulu que ce débat se tienne. En clair, le chaos anglophone et son enlisement sont aussi à mettre sur le dos de l'équipe politique du Cré-Cré honorable qui veut vilipender l'opposition. Prenons ensuite le cas de Boko Haram, plus de 8000 morts. Oui, c'est une agression étrangère, la secte islamiste de Maïdougouri au Nigeria, avec les ramifications dans le djihadisme sahélien africain ou arabe, mais la propagation de cette menace, sa sédimentation ont été favorisées par la malgouvernance de l'équipe, le club politique de l'éternel président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il dit en 2014 que Boko Haram est parmi nous, parmi les camarades de son parti, il n'est pas naïf, il parle en connaissance de cause. Nous n'allons pas revenir sur les batailles autour de la gestion du marché de libération des otages avec le paiement des rançons. Bataille même entre élite du Mayo Sava, département de l'éternel président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas l'opposition. Il ne s'agressait pas aux députés de l'opposition lorsqu'il déclarait que Boko Haram est parmi nous. Mais passons, posons-nous la question des éléments ayant favorisé l'entrée de Boko Haram au Cameroun. En 2010, Amadou Ali, fils de Kolofata, département du Mayo Sava, département de l'éternel président, Amadou Ali, paix à son âme, envoie une note confidentielle sur la menace Boko Haram. Mais qu'est-ce que les amis de l'éternel président ont fait pour anticiper? Rien de fondamental. Ils ont attendu 2013, plus de 3 ans après le kidnapping de la famille française Moulin-Fournier pour engager une riposte nationale. Ce n'est pas l'opposition qui leur avait demandé de négliger l'alarme d'Amadou Ali. Ce n'est pas l'opposition qui leur avait demandé d'agir tardivement. Même chose avec la matérialisation et la sécurisation des plus de 1700 km qui nous séparent du Nigeria. Un laxisme qui a favorisé d'une manière ou d'une autre la pénétration puis la sanctuarisation de la menace Boko Haram dans l'extrême nord. Boko Haram qui a bénéficié de l'extrême pauvreté dans laquelle les amis du président Kavaïeke Djibril ont plongé les populations de cette région. Boko Haram a profité de cette extrême pauvreté pour recruter les combattants, corrompre les populations en créant des sortes de connivences communautaires avec l'ennemi. C'est le club politique de l'éternel président qui maintient d'ailleurs cette population vulnérable dans l'indigence la plus absolue. Ce drame repose donc aussi en partie sur
sur la conscience de l'équipe politique de M. Kavaïege Djibril. Prenons le cas des émeutes de 2008. 48 morts selon leur version, plus d'une centaine de morts selon plusieurs ONG. Qui a tué ces enfants? Qui les a massacrés? C'est tout le monde sauf l'opposition. Allons dans les années 90, les convulsions politiques des années de Braise, les morts du SDF du 26 mai 1990, les massacres pendant les villes mortes qui massacraient tout ce beau monde. Ce n'est pas l'opposition. Parfois, lorsqu'on manque quoi dire sur l'opposition, il faut rester tranquille. Voilà les élections qui se préparent. Au lieu de rendre le jeu libre, juste et transparent, ils feront tout pour provoquer l'opposition et les Camerounais pour après accuser l'opposition. Voilà les batailles à ciel ouvert qu'ils ont entamées pour contrôler la chaise présidentielle de leur patron. Lorsque ça va dégénérer avec des batailles un peu plus chaotiques, ils accuseront l'opposition de projeter le chaos. Pourtant, ce sont eux les véritables provocateurs des crises, les instigateurs attitrés des chaos au Cameroun. Agréable semaine à vous tous. Silence assourdissant sur des questions d'actualité brûlantes dans le pays. Leurs dénonciations n'ont jamais été étendues sur des scandales de détournement de fonds publics, du Covid-Gate par exemple, Cangate, l'affaire Glencore et les pots de vin au cadre de la SNH et la Sonara, l'assassinat de Martinez Ogo ou encore la nébuleuse des hautes instructions qui agite la République. Pourquoi ce silence de cimetière des élus de la nation quand le pays va mal? Jean-Paul Chuniat. De toute son histoire parlementaire, depuis l'Assemblée représentative du Cameroun, le 22 décembre 1946, à l'Assemblée territoriale, ADCAM, le 30 mars 1952, puis l'Assemblée législative, ALCAM, le 10 mai 1957, à l'Assemblée nationale du Cameroun indépendant, le 10 avril 1960, jusqu'à l'avènement du Sénat en 2013. En 64 ans d'indépendance, le peuple camerounais a rarement vu ses représentants se prononcer sur des sujets de gouvernance nationale, tous assommés d'un droit de réserve sur la gestion des affaires du pays, sous le parti unique UNC d'Amadou Ahidjo et du RDPC de Paul Biya de 1960 à 1990. Mais avec les premières élections législatives plurielles de 1992 à 2020, des élus de la nation au sein de l'opposition ont souvent levé le ton, dénonçant à corps et à cri la malgouvernance, les détournements de fonds publics, la corruption et toutes les tares de la société camerounaise. Même si certaines formations politiques et leurs élus ont viré à 360 degrés de leur statut d'opposant à la collaboration visible et invisible avec le RDPC de Paul Biya. Nul besoin d'enfoncer des portes ouvertes. Tous sont bien connus des Camerounais. Forts de leur majorité obèse dans les deux chambres du Parlement au fil des législatures, à peine 3 élus RDPC ont jusqu'ici ramé à contre-courant d'un silence complice imposé sur la marche des affaires de la nation au nom de la discipline du parti. Cette épée de Damoclès qui avait tranché la tête aux honorables Adama Modi du Mayokani, Martin Oyono de l'Océan, non sans museler leurs camarades non députés. Paul Aya Abine contre la modification de la Constitution. Chief Mila Assouté, Saint-Éloi Bidoun, Charles Ateba Eyene, Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Des citoyens qui n'ont cessé de dire non à leurs camarades de parti pour leur mauvaise gestion du pays. Depuis la création du Sénat en 2013, un seul élu en 2 mandats, le Chief Moukete de regretter mémoire, a dénoncé publiquement la gestion de la crise anglophone par le régime de Yaoundé. Des élus de l'opposition exigent en vain des enquêtes parlementaires sur les scandales en série, la Cangate, la Covid-Gate et le rapport de la Chambre des comptes, révélant des milliers de milliards de francs CFA détournés. Les affaires de corruption Glencore, impliquant de hauts cadres de la Société nationale des hydrocarbures et la Sonara. La hausse du prix du carburant par le gouvernement, la vie chère, le piteux état des routes, la violation des lois sur les activités des partis politiques par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Coupure intempestive d'électricité, assassinat du journaliste Martinez Zogo, confusion autour des très hautes instructions au sommet de l'État. Toutes ces questions n'ont jamais été inscrites à l'ordre des débats parlementaires, encore moins à la séance des questions orales aux membres du gouvernement. Si majoritaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, les députés RDPC les plus courageux murmurent leurs désaccords. Les peureux ont cousu leur bouche à jamais devant des injustices sociales contre le peuple qui les a mandatés pour défendre ses intérêts. Ce faisant, caisse de résonance. Que vaut bien l'article 35 alinéa 1 de la Constitution, conférant les pleins pouvoirs aux députés et sénateurs de contrôler l'action gouvernementale de leurs camarades au pouvoir, en plus de les sanctionner aux consultations électorales? Une instance de contrôle de l'action des élus sous mandat serait-il de trop? En ce mois de juin 2024, une nouvelle session s'ouvre. Les présidents Marcel Nyandifendi du Sénat et Kavaïege Djibril de l'Assemblée nationale
ont déjà donné le ton, menaçant les opposants auteurs de la moindre contestation post-électorale aux échéances de 2025.